Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur vos écrans pour suivre cette belle émission, la plus belle émission de la République démocratique du Congo, Liberté d'opinion, cet espace d'expression libre et démocratique dans le respect de l'ordre public, mais aussi des lois de la République démocratique du Congo et de la vie privée. Liberté d'opinion, votre émission que vous suivez sur l'ensemble du territoire national congolais, mais aussi à travers le monde entier par la magie du satellite, reçoit aujourd'hui pour la première fois un invité, un hôte de marque. Il s'agit du professeur Roger Mayembe, qui est professeur d'informatique à l'Institut supérieur d'analyse et programmation, ISIPA. Il est pasteur de son État, donc en même temps informaticien et entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui de la démocratie, de l'Afrique et la démocratie. En fait, comme thème principal, c'est la démocratie rotative 1+4. Voilà ce qu'il va falloir retenir, démocratie rotative 1+4. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Ludor. Merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites pour la première fois. On se rencontre régulièrement à l'ISIPA, mais aujourd'hui, on est dans un autre cadre. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est oui. ce que nous appelons des réseaux. Donc, voilà. On a plusieurs tentacules qui nous réunissent. Exact, voilà. OK. À l'ISIPA, c'est vous qui posez des questions aux étudiants, même moi aussi, mais ici, c'est moi qui vais vous poser des questions. On va inverser un tout petit peu les rôles pour un temps. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà, nous dédions cette émission à tous nos étudiants de l'ISIPA, mais aussi à la patronne de l'ISIPA et au DG, ainsi qu'au secrétaire général académique de cette institution supérieure qui est l'une des grandes institutions qui forment les informaticiens en Afrique centrale. Alors, professeur, vous voulez aujourd'hui nous parler de la démocratie rotative, 1+4. Nous allons procéder, parce que nous sommes des enseignants, de manière méthodologique. On commence par un éclairage conceptuel ou terminologique. Qu'est-ce que vous entendez par démocratie rotative, avant qu'on aborde le 1+4 que vous ajoutez à cette épithète? Bon, démocratie rotative, je voulais simplement dire par là, une démocratie qui prend en compte une rotation, selon une certaine base. Ça peut être la base, par exemple, dans un pays où il y a du fédéralisme, par exemple. Donc chaque État fédéré peut, par exemple, donner le président de la République ou un représentant ou une autorité au niveau national à tour de rôle selon un mandat bien déterminé comme le font les Suisses. Ils le font un peu comme ça. Voilà. Tout à fait. Curieusement, vous ajoutez à la démocratie rotative, comme vous venez de l'expliquer, deux chiffres, 1+4. Pourquoi 1+4? Bon, 1+4, c'est vraiment collé à l'histoire politique de notre pays. Nous savons que nous avons vécu une période qu'on a appelée 1+4. C'était la période après les assises de Sun City où on a établi ce système-là 1+4. Donc un président avec 4 vice-présidents. 4 vice-présidents, c'est comme ça que ça avait été établi. Et nous avons essayé de réfléchir comment est-ce qu'on peut récupérer, comment dire, capitaliser un peu ce que ce système-là nous a quand même apporté, mais dans un autre cadre, dans un cadre démocratique. Bon, mais aidez-nous un peu. En quoi ce système-là, quand même, a profité au Congolais, le 1+4 pour rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs? Je crois que ce système a quand même permis de mettre fin à la guerre. Au moins à l'ampleur qu'il avait à cette période-là, parce que la guerre n'est jamais finie. Le pays était, le pays était proche divisé de la balkanisation. Oui. Ça a été, ce système a aidé à sauver le pays de la balkanisation, en tout cas qui pouvait arriver dans les 12 mois qui suivaient. C'est ça. Donc ce système a aidé le pays à sortir de la balkanisation et a aidé aussi justement à organiser les premières élections démocratiques. Alors, quand on essaie de scruter votre pensée, vous penchez plus sur
l'Afrique et la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous étiez demandé de dire quelque chose sur le fonctionnement, je voulais dire, sur la pratique démocratique en Afrique, par où commenceriez-vous? Bon, je commencerai par le constat que tout le monde fait, que la démocratie telle que nous la pratiquons en Afrique, particulièrement dans les pays francophones, ne fonctionne pas correctement. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas les mêmes résultats que l'on observe des pays d'où on l'a importé. Bon, notre démocratie en Afrique francophone est généralement plus calquée sur le modèle français. Okay? Mais évidemment, on voit qu'en Afrique, à chaque élection, il y a toujours des contestations. Il y a même des élections qui ont provoqué des guerres, par exemple en Côte d'Ivoire, okay? Qui ont provoqué des guerres. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Malheureusement, on continue à faire la même chose. On continue à organiser les mêmes types d'élections avec les mêmes institutions, avec parfois même aussi les mêmes acteurs. Okay? Et on sait toujours que, bon, après l'élection, il y aura toujours une contestation, il y aura ceci et cela, mais on ne peut pas continuer à faire quelque chose qui ne nous donne pas satisfaction, parce que, bon, Albert Einstein a traité cela de folie, quoi. Il dit que ça, c'est de la folie, de faire toujours la même chose et penser qu'un jour, le résultat va changer. Si on fait la même chose, on aura toujours les mêmes résultats. Donc, nous devons normalement bien réfléchir sur comment appliquer la démocratie, parce que tel que nous appliquons la démocratie, le copier-coller que nous avons fait de la démocratie ne nous donne pas les résultats que nous attendons, que les résultats que nous observons ailleurs. Mais en observant bien, on se rend compte que tous les pays démocratiques n'exercent pas la même démocratie. Donc la démocratie américaine, ce n'est pas la même que celle des Français, qui n'est pas la même que celle des Anglais, qui n'est pas la même que celle des Suisses, qui n'est pas la même que celle des Israéliens. Donc c'est toujours la démocratie, mais la démocratie est toujours mélangée à la sauce, si je peux dire, à la sauce locale, pour l'adapter justement au contexte local, contexte historique, contexte culturel, ainsi de suite, local. La démocratie doit pouvoir s'adapter. Alors, en d'autres termes, si je vous comprends, nous sommes là en train de faire face, bien entendu, aux conséquences des modèles démocratiques importés, conçus sans les concernés que sont les Africains. Alors, en ce moment-là, qui porte la responsabilité? Est-ce les Africains comme dirigés ou les Africains comme dirigeants qui, dans une certaine mesure, comme le disait Jean-Marc Ella, ce penseur camerounais, qui disait qu'après les indépendances, l'Occident a réussi à installer des dirigeants en fait, qui présentent comme étant des canaux transmetteurs de l'idéologie occidentale. Qui porte la responsabilité des ratés démocratiques sur le continent africain, notamment en Afrique francophone? Bon, je pense que la responsabilité est partagée entre les dirigeants, les dirigés, les intellectuels et les autres. Donc nous sommes tous, je crois, responsables quand même. Parce que nous avons manqué justement de réfléchir. Nous avons manqué de nous concerter sur l'application de la démocratie. C'est vrai, la démocratie nous a été, si je peux dire, imposée sous pression. Donc on a imposé au président africain d'organiser des consultations nationales, communiste, la perestroïka. Des consultations nationales qu'il fallait organiser qui ont abouti dans presque tous les pays à la démocratie. Mais on sent que puisque tous les pays ont fait la même chose, ça veut dire que derrière il y avait une main qui dictait tout ce qu'il fallait faire. Et dans ce schéma-là, il n'y a pas eu de place à la réflexion. Au contraire, on a donné la place à la contestation, on a donné la place à, comment dire, aux disputes, je peux même dire, si me permettre. Voyons ce qu'a été, on l'appelait ça encore comment, Consultation nationale souveraine. La conférence nationale souveraine. Voilà. La conférence nationale souveraine, en fait, elle a servi à quoi? À éventrer les boas. C'est tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a dit tous les mal des régimes qui étaient en place, pour essayer de... Bon, pour que tout le monde sache ce qu'il faut, c'était juste pour désarticuler au fait ces pouvoirs-là en place, pour mettre en place un nouveau système, mais un nouveau système qui n'avait pas été réfléchi, un nouveau système sur lequel nous n'avons pas réfléchi. L'indépendance, au moins, c'était l'initiative des Africains, parce qu'aucun colonisateur ne voulait de l'indépendance. C'était l'initiative des Africains. C'est comme ça que nous avons accédé à l'indépendance. Malheureusement, la gestion
des États indépendants n'a pas été toujours réfléchi là aussi. Alors, c'est ça, professeur. Alors, je voudrais partager avec vous une expérience. J'ai eu quand même à visiter beaucoup de pays d'Asie. On se rend compte que même si la démocratie n'y est pas pratiquée comme à la manière occidentale, mais il y a quand même une certaine stabilité. Quand vous prenez la Chine, par exemple, vous ne prenez que ce cas-là. Quand vous prenez les deux Corées, quand vous prenez l'Inde, vraiment, vous sentez qu'il y a une certaine stabilité. Est-ce qu'au regard de ce tableau sombre que vous venez de peindre, faut-il retourner au système dictatorial, même s'il faut changer de concept, enlever le mot dictature, mais trouver notre concept qui puisse être collé à un système qui produise la stabilité dans la pratique politique africaine? Bon, voilà. En fait, c'est le piège, c'est cela. OK. Oui. C'est parce que si nous... donc, je pense que si les gens ne proposent pas une alternative à la démocratie telle que nous la pratiquons, c'est à cause de la dictature. Donc, nous pensons que la dictature, c'est la seule alternative à la démocratie occidentale. À la démocratie occidentale. Et là où moi je m'inscris en faux, je pense qu'on peut faire de la démocratie, justement, mais à l'africaine. Donc, démocratie à la sauce africaine. Oui. Pas nécessairement l'arbre à palabre, oui. mais un moyen de faire participer tout le monde à la gestion, à la gestion du pays. Parce qu'en Occident, c'est tout à fait normal que chacun gère à sa manière, chacun gère de son côté et que les autres puissent les regarder. Alors que nous, en tant qu'Africains, généralement, même quand vous avez un chef, un roi, il a toujours une grande cour qui lui permet justement de se prononcer, de prendre des décisions, mais en concertation avec justement les autres. Or, aujourd'hui, dans la démocratie que nous pratiquons, cette grande cour, c'est le Parlement, qui est fait d'opposition et des gens qui sont au pouvoir, mais aussi évidemment des gens qui parfois justement n'ont pas ils n'ont pas le cœur à l'ouvrage de ce qu'ils devaient faire. En fait, ils sont là pour généralement pour leurs propres intérêts. Oui, parce qu'un cas de figure, c'est que nous tous, nous sommes nés sous la Deuxième République. On a vu le maréchal Mobutu, une trentaine d'années à la tête du pays, mais le pays se caractérisait par une certaine unité nationale, l'intégrité du territoire était assurée, c'est vrai, la parole des opposants était bâillonnée, mais il y avait quand même une certaine stabilité. Mais après ça, on a cru que la démocratie nous apporterait un plus, mais par contre, le sang a beaucoup plus coulé pendant la pratique démocratique au Congo que sous la dictature. Parce que ça ne soulève pas des questions épistémologique qui puisse impulser une certaine réflexion allant dans le sens d'une alternative. Si tel est le cas, quelle peut être votre alternative personnelle? Ok, donc pour moi, il y a deux alternatives qui peuvent être expérimentées. Il y a ce que nous avons appelé la démocratie à la proportionnelle. Vous voyez, lors des élections à deux tours, par exemple, les deux candidats qui passent au deuxième tour, ils ont souvent des scores très serrés. Oui. 60-40%, 57-43%, donc des scores vraiment qui sont très très serrés. L'écart n'est pas très grand. Ça veut simplement dire que l'un et l'autre ont chacun ils ont chacun la faveur de la population. Dans une certaine mesure. Alors donner le pouvoir à une seule personne, c'est comme si c'était une certaine injustice. Parce qu'avec un score par exemple de 53 contre 47, c'est tellement proche que chacun a presque la moitié de la population derrière lui. Alors pourquoi ces gens ne pouvaient-ils pas gérer le pays ensemble? Ils peuvent gérer les pays ensemble, l'un occupant par exemple la présidence, l'autre occupant, je ne sais pas moi, étant Premier ministre, en tout cas étant à la tête de l'une des institutions gouvernementales les plus puissantes, les plus fortes. Il y en a beaucoup, mais il y en a quand même, je crois, 4 qui sont les plus importantes, la présidence, le gouvernement, et puis les deux chambres du Parlement. Ce sont quand même les plus grandes institutions. Oui. Et puis, évidemment, il se conviendrait aussi comment se répartir les postes, par exemple, au gouvernement, au bureau des deux chambres. Oui. Alors, à notre élection, la dernière élection de 2018 chez nous, je pense que le président Tshisekedi est passé avec 38, et quelques pourcents. Il y a Martin Fayoul qui a eu 34 et quelques pourcents, et puis Chadar, je crois, 23 et quelques.
Comme vous voyez que les écarts sont très serrés. En réalité, Tshisekedi est devenu président par le jeu démocratique parce que c'est lui qui était en tête. En réalité, il n'a pas gagné les élections. C'était le meilleur perdant des élections. Ok, parce qu'il est en dessous de la moyenne, donc il n'a pas gagné normalement. Il a perdu, mais c'était le meilleur perdant parce que les autres perdants, évidemment, ils étaient en dessous de lui. C'est tout à fait normal dans les règles actuelles qu'il soit devenu président de la République. Mais en réalité, ces trois-là, leur score était tellement serré qu'ils pouvaient prendre le président Tshisekedi de la présidence de la République, Fayulu deviendrait Premier ministre et Chadari peut-être devenir le président de l'Assemblée nationale. Ok, donc ils auront trouvé une sorte de compromis à la congolaise. Justement, c'est à la proportionnelle. Vous comprenez? Donc proportionnellement au résultat, au résultat obtenu, justement, on fait aussi justement une répartition donc des postes à la proportionnelle, chacun occupant un poste. Ok. Mais c'est pas codifié dans la Constitution. Non, justement, c'est ça. C'est votre apport. C'est un des deux modèles. Voilà, que vous suggérez. Et ça, je peux vous dire que je ne suis pas le seul, parce qu'à l'époque où j'avais commencé à penser à cela, ça date de longtemps, où j'avais commencé à penser à cela, j'ai entendu un professeur aussi d'université qui était à l'époque membre de l'UDPS, qui en avait aussi parlé. J'ai même essayé à l'époque de le contacter, mais bon, comme c'était sur le terrain politique, bon, il était quand même... Prof, ça me paraît intéressant. Je vais vous laisser continuer. Qu'on résume un peu la pensée, de manière claire pour que les gens comprennent. Selon vous, cette démocratie à la proportionnelle ferait que lorsqu'il y a élection, quand on publie les résultats, le premier est président de la République, le poursuivant direct, Premier ministre, et l'autre poursuivant, président de l'Assemblée nationale. Ça réduirait des tensions et des contestations après les élections. C'est ça que vous préconisez. Mais bien sûr, déjà ça c'est déjà un point qu'on aurait gagné. Mais ce système représente quand même beaucoup deux inconvénients majeurs. D'abord, prenons le cas de nos trois candidats là. On va vouloir mettre ensemble des gens qui ont peut-être des visions diamétralement opposées, par exemple sur des questions stratégiques. Et puis sur les questions stratégiques, comme les affaires étrangères, la sécurité, la diplomatie. Ils peuvent avoir des idées, donc des idéaux opposés. C'est difficile à mettre ensemble. Ensuite, mais pour l'intérêt national, on peut toujours se surpasser. Bien sûr, on peut se surpasser. Ensuite, maintenant, c'est à l'intérieur que ça va se passer. La répartition, par exemple, des postes au gouvernement et dans les bureaux des assemblées. Vous avez vu, avant l'émission, je vous ai dit tout à l'heure que voilà, ce qui est arrivé. On a créé l'Union sacrée, mais pour créer le gouvernement de l'Union sacrée qui est jusqu'aujourd'hui, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y a eu beaucoup de tractations. Maintenant, imaginez que c'était entre... le président Tshisekedi, Fayulu et Chadari qui devaient maintenant créer un gouvernement. On pouvait avoir atteint 12 mois sans gouvernement comme on a connu un peu en Belgique pendant une certaine époque. Donc les tractations allaient être très très longues et pendant ce temps-là, évidemment, le temps passe, les pays ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Donc les choses ne sont pas... On ne peut pas lancer des grands projets justement parce qu'il n'y a pas encore de gouvernement. Ça, ce sont les deux inconvénients majeurs de ce système de la démocratie à la proportionnelle. Maintenant, la deuxième alternative, c'est la démocratie rotative. Démocratie rotative. Rotative, ok. Je vais vous peut-être surprendre. En observant notre pays, nous sommes au 5e président de la République. Ok. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Notre pays a 4 langues nationales qui représentent aussi 4 espaces ou 4 régions linguistiques. Le Kikongo, le Lingala, le Chiluba, le Swahili. Et les présidents que nous avons eu successivement à la tête du pays sont venus des 4 régions linguistiques. Le président Kasavubo de la région linguistique Kikongo, suivi du président Mobutu, la région linguistique Lingala, suivi des 2 présidents Kabila, région linguistique Swahili, et maintenant le président Tshisekedi, région linguistique Chiluba. Et ceci s'est fait dans l'ordre alphabétique des langues. Kikongo, Lingala, Swahili, Chiluba. Et quel que soit le mode par lequel on a accédé, un président a accédé au pouvoir, par coup d'État, par élection, par choix, par je ne sais pas moi quoi, par guerre, suite à la guerre. Mais ça s'est fait comme cela. Et là, personne n'a manipulé cela.
Ça n'a été l'objet de manipulations des personnes qui font d'abord quelqu'un du Kikongo, suivi de celui de Lingala, suivi de deux de Swahili, suivi de celui de Chiluba. Personne n'a manipulé ça. Alors, vous êtes un homme de Dieu aussi, j'ai oublié de le dire dans la présentation. Est-ce que c'est surnaturel? Comment les choses peuvent s'arranger comme ça? Peut-être c'est la première fois que les téléspectateurs entendent ça. Comment les choses se sont arrangées de telle façon? Les 4 zones linguistiques ont eu à gérer le pays. Voilà. Jusqu'au dernier qui incarne l'espace linguistique Chiluba. Moi, je pense que c'est la main de Dieu qui est derrière. En tant que chrétien, je crois que ce n'est pas dû au hasard, c'est la main de Dieu. Donc chaque ethnie, chaque zone linguistique a été servie au plus haut niveau. Bon, au plus haut niveau, ok. Donc, pour moi, c'est un modèle que nous pouvons nous approprier. C'est un modèle que nous pouvons nous approprier. C'est-à-dire, nous pouvons justement continuer à faire cette même rotation-là. C'est ça que j'appelle la rotative. Ah, d'accord. Continuer à faire cette rotation-là. C'est-à-dire qu'après le président Tshisekedi, le président suivant va devenir de la région linguistique. Bon, lui, il a encore un deuxième mandat. Bon, bien après sûr. Son deuxième mandat. Après le président Tshisekedi. Oui. Parce il a droit à son deuxième mandat. Il a droit à son deuxième mandat. De toutes les façons, pour moi, il a droit à son deuxième mandat. Exact. C'est constitutionnel, c'est pas nous qui le disons. Je ne le conteste pas. Donc, s'il peut avoir son deuxième mandat. Le président Tshisekedi, après son deuxième mandat, on prend une autre zone linguistique. On prend la zone linguistique Kikongo, pas une autre pour zone. Recommencer le même cycle. Et dans le même ordre qui est l'ordre alphabétique, c'est-à-dire que ce n'est pas un ordre, c'est un ordre que la nature nous impose. Ok, c'est un ordre que la nature nous impose. Mais dire que ça va apporter une solution, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que, évidemment, nous l'avons vécu, mais le pays a toujours des problèmes. Quoique nous avons vécu un président du Kikongo, un président de Lingala, ainsi de suite, mais nous avons toujours des problèmes. On a connu des sécessions, on a connu des guerres, on continue à en connaître jusqu'aujourd'hui. Voilà. Mais justement, c'est pour cela que en deuxième temps, je voudrais parler du système 1+4. Ce système qui est sorti des assises de Sun City. En 2000, je pense. 2003. En 2002. 2003, 2004. 2002, 2003, je pense. 2003. 2003, ok. 2003. Qui est sorti des assises. J'étais à Sun City d'ailleurs. Des assises de Sun City, ok. Ce système a pu mettre fin, à la menace de balkanisation qui était très proche. Le pays était vraiment divisé en 3 ou 4, Donc, ça a pu mettre tout le monde ensemble, réunifier au moins le pays, pour faire participer tout le monde à la gestion du pays, au moins les grands leaders politiques à la gestion du pays, sauf, je crois, l'UDPS qui n'avait pas pris part à ce système-là. Et puis, ça a aussi permis, ça nous a amené aux élections, aux premières élections, qui, donc, si nous pouvons le dire, a été organisé par 1+4, le système 1+4. Donc, il y avait un président avec 4 vice-présidents. Mais maintenant, dans le, comment dire, je voudrais qu'on puisse capitaliser ça aussi. C'est vrai que tout ce qui avait été convenu à Sun City n'avait pas été mis en pratique, mais au moins cette partie qui a été mise en pratique de 1+4, nous voulons justement la capitaliser de manière démocratique pour l'associer à la démocratie rotative et que nous appelons la rotative 1+4. C'est ça. La rotative 1+4. Et là justement, nous allons, si on peut nous projeter, la carte des 4 régions linguistiques. Alors, sur la carte des 4 régions linguistiques, nous voyons bien que l'espace envers l'espace Swahili, en jaune, c'est le Lingala. En bleu, c'est l'espace Kikongo et en rouge, c'est l'espace Chiluba. Parce qu'évidemment, on peut se poser la question aussi, pourquoi est-ce que l'espace Swahili a eu des présidents? Mais regardez un peu ce que ça représente près de la moitié du pays, et même en termes de démographie, ça représente une grande partie de la population. C'est ce qui est en vert. En vert, oui, ça c'est l'espace Swahili. Et dans l'espace Swahiliphone prend le Grand Katanga et les 2 Kivu. Le Grand Kivu, c'est ça? Le Grand Kivu et l'ancienne province orientale. La Grande Orientale. La Grande Orientale. C'est en vert. Donc, en fait, en prenant la configuration des 9 provinces, la configuration des 9 provinces, chaque espace linguistique a 2 provinces, sauf
l'espace Swahili qui a 3 provinces. Donc, le Kikongo a le Congo central et le Bandundu. Le Lingala a l'Équateur et Kinshasa. En Kinshasa, on parle Lingala. Et puis, le Swahili a la province orientale, le Grand Kivu et le Katanga. Et puis, les 2 Kasaï forment l'espace linguistique Chiluba, avec les deux provinces. Donc, dans le modèle que je propose, on prendrait aussi justement, on peut réduire d'ailleurs le nombre de la durée des mandats, par exemple à 4 ans au lieu de 5 ans. À 4 ans de 5 ans, chaque espace aura 2 mandats, sauf l'espace Swahili qui va avoir 3 mandats. Par rapport à son poids démographique. Par rapport à son poids démographique, par rapport au nombre de provinces, par rapport à son espace géographique aussi. Parce que dans les modèles, ils ont eu 2 présidents. Ils ont eu 2 présidents. sans que personne l'ait voulu. Sans que personne n'ait voulu. C'est le destin. Voilà, ils ont eu 2 présidents. Donc nous, en capitalisant, on peut donner justement 3 mandats. 3 mandats. 3 mandats. Et c'est possible. De 4 ans. De 4 ans. Et justement, ça pourra aussi permettre justement à chaque province d'avoir un président. Parce que quand vous avez 2 provinces, vous avez 2 mandats. C'est tout à fait normal que un mandat aille au ressortissant d'une province et l'autre mandat au ressortissant de l'autre province. Comme ça, après un cycle, au moins toutes les 9 provinces, nous aurons eu chacun un président à la tête du pays. Mais le président, comme je disais tout à l'heure, ça ne suffit pas. Ça, c'est la rotative. Comme je disais tout à l'heure, ça ne suffit pas. On va prendre maintenant le système 1+4. Où est-ce que j'ai introduit le système 1+4? En fait, j'ai dit que la rotation ne va pas seulement concerner la présidence, mais elle va s'étendre aux 3 plus grandes institutions politiques, au gouvernement, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Comment, si je l'explique cela, si on peut nous projeter justement l'organigramme qui est là. Donc, lorsque le président de la République sera, par exemple, de l'espace à Kikongo, au Kikongo, on prendra un chef de gouvernement, donc un premier ministre qui sera de l'espace Lingala, un président de l'Assemblée nationale qui sera de l'espace Swahili, un président du Sénat qui sera de l'espace Chiluba. Alors, maintenant, le premier ministre aura 3 vice-premiers ministres, pas des étiquettes comme premier ministre. 3 vice-premiers ministres, je vais expliquer. 3 vice-premiers ministres qui seront ici des espaces linguistiques différents du titulaire. Si lui, il est de l'Lingala, donc les 3 vice-premiers ministres seront du Kikongo, du Swahili et du Chiluba. Le président du Sénat aura 3 vice-présidents dans la même configuration. Donc lui, quand il est de la région linguistique Chiluba, les 3 vice-présidents seront du Kikongo, du Lingala et du Swahili. Le président de l'Assemblée nationale aussi, c'est la même chose. Donc ils auront aussi 3 vice-présidents. Les vice-premiers ministres et les vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat seront à la tête des grandes commissions. Donc, commission gouvernementale pour les vice-premiers ministres, ils seront à la tête des commissions gouvernementales qui s'occupent des finances, économie et finances, d'un côté, politique, sécurité et relations extérieures, je vois d'un côté, et de l'autre, plan reconstruction sociale et culturelle. Donc, c'est eux qui vont diriger ces commissions gouvernementales. Alors, au Sénat et à l'Assemblée nationale, les 3 vice-présidents vont diriger des groupes de commissions, parce qu'il y a toujours des commissions, mais eux, ils vont diriger maintenant des groupes de commissions ayant la même configuration. Finance et économie, configuration finance et économie, politique, justice, sécurité intérieure, et puis plan reconstruction sociale et plan reconstruction sociale et culturelle. Donc eux aussi vont diriger ces groupes de commissions-là. Comme ça, on va avoir à la tête du pays au moins les 13 grands dirigeants du pays qui viennent de toutes les provinces du pays, qui viennent de toutes les régions linguistiques. Et ce système-là, je crois qu'on peut même l'appliquer même au niveau des provinces. Mais même au niveau des provinces. Parce qu'au fait, au Congo central, par exemple, on a toujours essayé d'appliquer ça. Au Congo central, quand le gouverneur
et du district, par exemple, du Cataract. Souvent, le vice-gouverneur, il est soit de Lukaya, soit de Bas-Fleuve. OK? Oui. Et le président de l'Assemblée provinciale est souvent du troisième district. Donc il y a un équilibre. Donc voilà, on essaye toujours de faire cet équilibre-là. Oui. Et même les membres du gouvernement provincial, il y a toujours, je crois, 10 membres et il y a 10 territoires. Donc on prend souvent quelqu'un ressortissant de chacun des 10 territoires, comme ministre provincial ou commissaire, comme on les appelle, hein, les commissaires généraux, commissaires, voilà. On les prend toujours comme ça. Généralement, hein. Donc je ne sais pas si on l'applique toujours à la lettre, mais en tout cas c'est l'idée qui prévaut toujours quand on doit former un nouveau gouvernement à la province. Donc ça peut être appliqué aussi au niveau des provinces et même dans d'autres institutions majeures du pays pour qu'on n'ait jamais un déséquilibre. Vous avez vu que lorsqu'on a nommé par exemple les membres de la Cour constitutionnelle qui viennent de sortir, tout le monde s'est écrié, il y a trop de Kassaïens dedans. Je ne sais pas sur 9 combien il y en avait, mais en tout cas, tout le monde s'est écrié, il y a trop de Kassaïens. Quand on nomme des gens, toujours des Kassaïens. Donc, au fait, mais si on tient compte de cet équilibre-là, je crois qu'il y aura moins de contestations et il y aura moins de focalisation de l'attention de la nation sur la politique. Parce que les gens vont se dire, voilà, nous participons toujours au pouvoir et nous aurons aussi notre tour pour prendre la présidence de la République. Donc on peut consacrer les efforts nationaux, que ce soit des efforts intellectuels, des efforts financiers, vers le développement du pays. Parce que la politique focalise trop les débats dans notre pays. Tout partout on parle de politique. Et ça nous fait reculer. Et ça nous fait reculer, nous n'avançons pas sur les autres plans. Et sur les plans politiques, nous patinons aussi. Alors ça va nous donner aussi l'opportunité d'avoir un système politique qui n'est pas téléguidé d'ailleurs. Au fait que nous allons pouvoir nous-mêmes maîtriser. Nous concevons, nous allons les maîtriser. Ça va aussi permettre à aux ressortissants des 4 régions linguistiques de savoir que nous participons toujours au pouvoir et nous aurons aussi notre tour de prendre par exemple la présidence de la République. Mais aussi, ça donne aussi, ça va aussi mettre de l'eau dans les veins de ceux qui pensent que eux, ils doivent toujours être au pouvoir, ils doivent toujours diriger, ils doivent se retrouver toujours dans les instances dirigeantes. Parce que, évidemment, en mettant comme ça l'équilibre, en faisant une répartition équitable du pouvoir entre tous les pays, je pense que les uns et les autres auront toujours la possibilité de s'exprimer dans les instances dirigeantes. Très bien, professeur Roger Mayembe. Je rappelle que vous êtes professeur d'informatique à l'ISIPA. Vous êtes également un entrepreneur, chercheur aussi. Merci de cette théorie vraiment qui enrichit la science po, alors que vous n'êtes pas ressortissant, vous n'êtes pas vraiment de cette obédience. Alors maintenant la question, vous proposez des idées originales. Si j'avais tout le pouvoir qu'il fallait, j'aurais suggéré aux autorités du pays de mettre en place la commission Vérité et Réconciliation que nous avons connue ici après le dialogue intercongolais et de vous en confier la présidence, parce que cette idée, si elle est thématisée et problématisée, mise en place, elle peut quand même résoudre certains problèmes que nous connaissons dans notre pays. Maintenant, la question majeure, comment pouvons-nous avoir de manière rotative un président de la République en fonction de son appartenance, ou les présidents de la République en fonction de leur appartenance à nos 4 zones linguistiques, comme vous l'avez démontré? Si on peut nous mettre encore la carte à l'écran, comment pouvons-nous y arriver sans avoir révisé la Constitution? Parce que la Constitution prévoit les élections au suffrage direct pour l'élection du président. Comment va-t-on convaincre les électeurs qui sont dans le Congo central de voter pour un président qui vient, c'est l'espace Kikongo, qui vient de l'espace Chiluba par exemple, pour tel ou tel autre mandat, dans la logique de la rotative 1+4 que vous préconisez ici? Parce que la Constitution prévoit les élections pour le président, c'est au suffrage universel direct. Est-ce qu'il faut qu'il y ait, comment dirais-je, des consultations nationales pour concevoir ce système et le couler sous forme d'une disposition constitutionnelle? Bon, je pense qu'au finish, c'est une autre constitution, donc une révision constitutionnelle. Il en faut. Mais le processus pour arriver là, évidemment,
ne dépend pas de, dépend pas de moi. Okay? Oui. Donc Mais l'idée est géniale. Ça peut être par référendum. Oui, par référendum. Au fait, justement, ce système peut nous donner aussi l'occasion, justement, d'avoir, comment dire, une élection présidentielle, comment on appelle ça, au second degré. Au second degré. Oui. Ok. Là, au second degré. Pourquoi? Parce que, justement, on peut organiser, par exemple, dans les régions linguistiques. Okay? Oui. La région linguistique qui doit donner, par exemple, les candidats à la présidence. On peut organiser une primaire. Ok, une primaire qui va justement sortir, par exemple, du lot, les 2 premiers qui vont être justement élus au niveau de la nation. Mais au suffrage indirect. C'est ça. Okay? Donc, au deuxième degré, pas au premier degré. Donc, ce seront évidemment les parlementaires qui vont élire finalement le président de la République. On peut arriver à ce niveau-là, justement. Tout à fait. Okay? Mais évidemment, puisque la Constitution dit autre chose que ce que je suis en train de proposer, justement, ça veut dire que... La Constitution n'est pas parfaite, de toute façon. Bien sûr, et surtout celle-ci, elle n'est pas parfaite. Voilà. Ça sera l'occasion, justement, de revenir un peu sur cette Constitution. Merci, professeur. Mais au moins en gardant, justement, l'idée que nous avons déjà fait un cycle que nous n'avons pas géré, mais maintenant, nous allons commencer un autre cycle que nous allons, évidemment, gérer à travers la loi. Merci beaucoup, professeur Roger Mayembe. On me fait signe que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, en un paragraphe, est-ce que vous avez déjà soumis cette réflexion aux dirigeants du pays ou bien êtes-vous disposé à faire endosser cette réflexion par un parlementaire qui peut présenter ça sous forme d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale? Oui, bien sûr, hein, toutes les voies. Pour moi, je suis... vous êtes disposé à être rencontré? Voilà, je ne fais qu'une réflexion. C'est vrai que c'est une réflexion que j'ai faite pendant de longues années pour en aboutir là. Ok, donc, mais je ne l'ai faite pas pour moi, je l'ai faite pour la nation. C'est pour la nation. Si il y a des gens qui sont déjà des actifs, donc des politiques qui veulent s'en approprier pour pouvoir les amener dans les instances qu'il faut pour pouvoir organiser, je sais pas moi, des débats autour de cela ou faire des propositions. Moi, je suis ouvert à cela. Ce n'est pas pour rien que je suis passé sur les médias. C'est pour justement que chacun puisse donner son avis. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions et tout ça, mais bon, nous pourrons toujours répondre à certaines. Merci, professeur. Merci beaucoup pour votre intervention. Dans le cadre de cette émission Liberté d'opinion, nous avons parlé, bien entendu, de la démocratie rotative 1+4. Pour ceux qui viennent de suivre, de nous prendre en cours de diffusion, retenez que le professeur Roger Mayembe propose le système 1+4 pour éviter et anticiper les contestations après les élections. Pour lui, il nous a démontré que de manière surnaturelle et voulue par le destin, le pays a connu 5 présidents qui viennent des 4 zones linguistiques du pays. Il propose que cela puisse être reconduit, mis en pratique pour éviter des problèmes et qu'au niveau de chaque institution, si on a un chef de l'institution qui appartient à une zone linguistique, Chiluba, Lingala ou Kikongo, ceux qui viennent, qui est 3 derrière lui, des vice-présidents qui représentent ou qui symbolisent, bien entendu, qui représentent d'autres zones linguistiques pour établir un équilibre. Il propose qu'on peut adapter ce système même au niveau décentralisé, au niveau des provinces. Il a donné le cas de figure, c'est la province du Congo central qui fait déjà un effort dans ce sens-là. Nous lui avons suggéré de contacter les institutions du pays et les parlementaires pour pouvoir, bien entendu, approfondir cette réflexion. Professeur, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas torturé votre pensée à travers ces résumés. Non, je crois que vous avez fait un très bon rendez-vous. Vous êtes un chevronné des médias, donc... J'essaie seulement. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez de très bons moments. Et conservez le canal de cette télévision qui vous permet de suivre cette émission et je vous recommande d'y apporter vos publicités. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Professeur, merci. Merci de ce cœur. Merci.